Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir le professeur Stéphanie Mazza, qui vient de Lyon, qui est membre du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, et qui va donc nous parler de ses travaux sur le sommeil. Elle travaille beaucoup sur l'impact du sommeil sur les apprentissages et l'impact du manque de sommeil sur les apprentissages. Donc ça nous concerne tous, au moins à un certain moment de notre vie. C'est un sujet qui a d'énormes conséquences pour l'éducation. Stéphanie Mazza est membre de notre conseil scientifique de l'éducation nationale depuis plusieurs années maintenant, et elle a écrit avec son groupe de travail des textes importants sur la manière dont l'éducation nationale pourrait faire plus attention au sommeil des enfants. On en parlera, je pense, dans la fin de ton exposé et peut-être aussi dans la discussion. Vous pouvez trouver tous ces textes sur le site du Conseil scientifique de l'éducation nationale en PDF. C'est sur Canopé. C'est Canopé qui accueille ce site du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Stéphanie va nous présenter ses travaux. Elle a été aussi longtemps, mais elle m'a appris qu'elle venait de quitter cette fonction. Elle a été longtemps co-directrice de l'INSPE de Lyon, donc l'Institut de formation des enseignants. Et ça nous paraît très important qu'il y ait une formation, effectivement, des enseignants à ces données tout à fait fondamentales sur le sommeil. Pas seulement sur le sommeil, le groupe de travail de Stéphanie Mazza au Conseil scientifique s'intéresse de façon générale au bien-être des élèves, et on en parlera peut-être dans la discussion aussi. C'est un sujet vraiment très important. On ne peut pas apprendre si on n'a pas envie d'apprendre, si on ne se sent pas bien à l'école et dans sa classe, s'il n'y a pas de harcèlement, etc. Donc ce sont des paramètres fondamentaux, tout aussi fondamentaux qu'une bonne pédagogie pour la lecture ou pour les maths. Donc merci infiniment Stéphanie d'avoir accepté mon invitation. Et nous t'écoutons sous le titre « Le sommeil et la consolidation des apprentissages de l'enfant à la personne âgée. Sleep on it ». Voilà, merci. Merci beaucoup, professeur Dehaene, pour cette invitation. Je suis honorée d'être avec vous ce matin pour vous parler de cette thématique. Et je tiens à remercier le professeur Dehaene qui réussit à mettre un peu en lumière le sommeil de par ses interventions, de par ses propositions de séminaires. Et à l'heure actuelle, il ne fait plus débat que le sommeil fait partie véritablement de nos piliers pour nos apprentissages. Je pense que si je vous demandais si vous avez bien dormi cette nuit, ça ne vous choquerait pas que je vous pose cette question, parce qu'on peut tout à fait imaginer que la qualité du sommeil de la nuit précédente puisse affecter vos capacités à être vigilant pendant ces 2 séminaires et quelque part moduler votre capacité à mémoriser ces informations. Si vous avez des baisses de vigilance au cours du séminaire, inévitablement, on peut comprendre que les informations vont être moins mémorisées. Mais moi, je vais vous parler d'un autre aspect du sommeil, qui est le rôle que le sommeil de la nuit prochaine va jouer sur ce que vous avez mémorisé au cours de la journée. C'est-à-dire vous montrer qu'il y a véritablement un effet bidirectionnel dans le sens où le sommeil qui va précéder vos apprentissages vont favoriser votre niveau d'éveil pour mieux acquérir des connaissances, mais que l'important va également se jouer dans le sommeil qui va suivre ces sessions d'apprentissage, puisqu'on va rentrer dans un processus qu'on appelle la consolidation du sommeil. Peut-être avez-vous déjà entendu parler ou entendu cette expression qui dit que la nuit porte conseil, et on a plusieurs rapports, que ce soit de scientifiques ou d'artistes, qui rapportent s'être réveillés le matin avec une idée lumineuse qui venait donner des solutions à des choses sur lesquelles ils étaient en train de travailler depuis un certain temps. C'est le cas par exemple de Friedrich Kekulé, qui était un chimiste du 19e siècle, qui travaillait à comprendre la structuration chimique de la molécule du benzène, et alors que cela faisait plusieurs semaines qu'il travaillait sur ce concept-là, il s'est réveillé un matin avec la solution à son problème, puisqu'il rapporte avoir rêvé à des molécules de benzène qui d'un seul coup s'associaient entre elles pour former un serpent qui se mordait la queue. Et de cette représentation du serpent qui se mordait la queue, il a pu imaginer que la structuration du benzène était une structuration en anneaux. Plus récemment, on a Paul McCartney qui avait rapporté s'être levé un matin en ayant la totalité de la mélodie de son tube Yesterday dans la tête sans avoir jamais auparavant travaillé là-dessus. Alors je ne sais pas si vous vous êtes déjà réveillé avec des idées lumineuses de ce type-là, ou parfois même simplement le fait d'avoir retrouvé le nom d'une personne que vous recherchiez depuis plusieurs jours. Et donc c'est ce processus que nous allons discuter aujourd'hui.
Donc les recherches qui se sont intéressées aux liens entre le sommeil et la mémoire sont assez anciennes, puisqu'on a des travaux qui ont été publiés dans les années 1920, et notamment ce travail publié par Jenkins et Dullenbach, qui essayait de comprendre le phénomène d'oubli en lien avec des périodes d'éveil et des périodes de sommeil. Jenkins et Dullenbach se sont repenchés sur les données qui avaient été publiées 40 ans plus tôt par Ebbinghaus et qui montraient la courbe de l'oubli, c'est-à-dire comment la trace mnésique s'effaçait au fur et à mesure du temps après un apprentissage. Et cette courbe, c'était une courbe exponentielle avec un oubli qui était beaucoup plus marqué dans les heures qui suivaient l'apprentissage et qui avait tendance par la suite à se stabiliser dans le temps. Et en regardant les travaux d'Ebbinghaus, ces deux chercheurs se sont rendus compte qu'il y avait parfois des petites anomalies dans cette courbe de l'oubli, avec des moments où l'oubli semblait s'arrêter, ou en tout cas la courbe commençait à être un petit peu plus plane. Et en s'interrogeant sur les facteurs qui pouvaient expliquer ça, ils se sont posé la question de savoir s'il ne s'agissait pas d'une période de sommeil. Et dans le texte produit par Ebbinghaus, il faisait déjà mention de ces anomalies, mais il n'avait pas finalement porté suffisamment d'intérêt pour les comprendre. Et donc Jenkins et Dullenbach ont choisi de poursuivre ce travail et d'exploiter véritablement l'importance du sommeil sur cette courbe de l'oubli. Donc voici leur publication. Donc ils ont testé deux sujets qu'ils ont étudiés à plusieurs reprises. Ils ont repris le même protocole que celui qui était proposé par Ebbinghaus, c'est-à-dire leur faire apprendre des listes de syllabes sans signification. Et une fois que les personnes avaient atteint leur pleine possession de cette connaissance, de ces syllabes, ils laissaient passer du temps avant de les re-questionner sur ces syllabes. Et vous avez ici les deux personnes qui, une fois qu'elles maîtrisent l'ensemble des syllabes, vont être réinterrogées soit 1 heure après leur apprentissage, soit 2 heures après leur apprentissage, soit 4 heures, etc. Et il s'agit ici d'un délai d'éveil entre l'apprentissage et le rappel, et on retrouve cette courbe exponentielle que je vous décrivais et qui avait été précédemment décrite par Ebbinghaus. Et dans le deuxième protocole, ces mêmes sujets ont appris leur liste de mots et après ça sont allés dormir, et les chercheurs les ont réveillés à des intervalles différents, donc soit après 1 heure de sommeil, 2 heures de sommeil, 4 heures de sommeil, etc. Et vous voyez que la courbe d'oubli n'est pas du tout la même. On a la sensation que dans cette condition où les sujets dorment, l'oubli va être bien moins fort. Et les auteurs ont donc suggéré que le sommeil jouait un rôle protecteur contre l'oubli en réduisant tout simplement la quantité des interférences causées par les activités. Puisqu'effectivement, quand on dort, on va avoir beaucoup moins de stimulation extérieure, beaucoup moins de sources d'interférences, et de ce fait, la trace pourrait être moins dégradée. Donc c'était les premières hypothèses concernant le sommeil, que celui-ci venait protéger, mais de façon complètement passive, l'oubli chez les sujets. Beaucoup plus récemment, donc les études se sont un petit peu arrêtées concernant le sommeil. On s'est beaucoup intéressé aux rêves pendant plusieurs années. Puis après ça, avec notamment la découverte de l'électroencéphalogramme et de l'activité spécifique du sommeil, de nouveaux travaux se sont mis en place pour justement essayer d'étudier ce lien entre sommeil et mémoire. Vous avez ici les travaux qui ont été publiés par Hélène Bogen. Je vous explique le protocole expérimental, puisque c'est souvent ce type de protocole que l'on utilise quand on fait de la recherche sur le sommeil. Donc vous avez deux groupes de participants. Ces participants vont dans un premier temps apprendre, ici il s'agit de paires de mots, donc on vous présente 2 mots de manière associée, par exemple je pourrais vous dire fauteuil, clou, et vous devez mémoriser que ces 2 mots vont ensemble, puis je pourrais vous dire pomme, chaussure, ces 2 mots de nouveau vont ensemble, et vous apprenez comme cela toute une série de paires de mots, et selon votre groupe, soit vous apprenez ces mots le soir, puis après ça vous allez pouvoir dormir, et 12 heures plus tard, donc principalement occupé par un temps de sommeil, nous allons vous réinterroger, c'est-à-dire que je vais vous donner le mot fauteuil et vous allez devoir me dire quel était le mot associé, le mot clou, et vous allez me dire quel mot était associé, ou chaussure, je ne me souviens plus des exemples que je vous ai donnés. Et dans le deuxième groupe, c'est exactement le même design, mais cette fois-ci, les sujets vont apprendre ces listes de mots le matin, vont rester éveillés toute la journée,
et seront réinterrogés 12 heures plus tard, mais cette fois-ci, c'est une période d'éveil qui sépare l'apprentissage et la restitution. Et les résultats de ce premier élément de recherche sont ici sur ce graphique. Vous voyez qu'au moment du rappel, les personnes qui sont restées éveillées sont moins performantes que les personnes qui ont dormi entre l'apprentissage et la restitution, ce qui vient confirmer que le sommeil a eu un effet protecteur sur cet apprentissage. Dans un deuxième protocole, ces auteurs ont mis les participants dans des situations d'apprentissage interférent, c'est-à-dire que le début du protocole est strictement le même, avec un apprentissage de liste de mots, soit le soir, soit le matin, 12 heures, donc principalement de sommeil ou principalement d'éveil. Mais cette fois-ci, avant d'avoir le rappel de la première liste de mots, les participants devaient apprendre une liste interférente, c'est-à-dire qu'il y avait les premiers mêmes mots que dans la liste principale, mais le deuxième mot était modifié. Donc, dans l'exemple que je vous avais donné, je crois que je vous ai donné fauteuil et clou. Cette fois-ci, clou est remplacé par un nouveau mot pour venir un peu perturber quelque part votre apprentissage. C'est ce qu'on appelle des interférences rétrogrades. Et une fois que vous avez fait cet apprentissage-là, on vous réinterroge, mais cette fois-ci sur la liste précédente. Et on fait exactement la même chose dans la condition éveil. Et les résultats sont reportés ici sur ce graphique. Vous voyez qu'effectivement, le groupe éveil est toujours moins performant que le groupe sommeil. Vous voyez que la condition sans interférence donne de meilleurs résultats qu'avec interférence. Mais ce que l'on voit, c'est que le groupe éveil subit beaucoup plus cette situation d'interférence que le groupe qui a pu dormir. Donc ces résultats, toujours en faveur de cet effet protecteur du sommeil, laissent quand même envisager que le sommeil a transformé la trace mnésique pour la rendre moins sensible aux interférences. Donc la question reste ouverte. Est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier pendant le sommeil concernant cette trace pour la transformer ? Voici les travaux maintenant de l'équipe de Jan Born. C'est une équipe qui est extrêmement productive par rapport justement à cette thématique de consolidation de la mémoire pendant le sommeil. Ils ont mis en œuvre un protocole assez méticuleux et assez complexe pour essayer de comprendre si la quantité d'interférences était véritablement ce qui faisait que le sommeil avait un effet protecteur sur la mémoire. Donc je vous montre le protocole. Donc il y a différentes situations où vous voyez ici la situation d'apprentissage, donc le LR c'est pour learning, et le temps avant R, le rappel. Et vous voyez qu'ici l'apprentissage a eu lieu le matin, il y a eu une période de sommeil nocturne, et vous avez ici le rappel, et on a un délai de 36 heures entre l'apprentissage et le rappel. Et dans ce protocole, les auteurs vont faire varier plusieurs choses. Ils vont faire varier le délai entre apprentissage et rappel, qui peut être de 36, 24 ou 48 heures dans les deux dernières conditions. Ils vont également faire varier la quantité d'interférences. Par exemple, quand vous regardez ici, vous avez deux périodes d'éveil, donc beaucoup plus d'interférences que dans d'autres conditions. Et ils vont également faire varier le moment où le sommeil va avoir lieu. Donc, par exemple, dans ces deux conditions ici, vous voyez bien ma souris, vous avez la même quantité d'interférences, mais vous voyez que dans cette condition, le sommeil arrive juste après l'apprentissage, alors que dans cette condition-là, il y a une phase d'éveil avant le sommeil. Et dans les deux dernières conditions de 48 heures, ils instruisent une période de privation de sommeil, c'est-à-dire qu'après un apprentissage qui a eu lieu le soir, les participants sont empêchés de dormir, ils vont pouvoir dormir sur le petit matin et ils ont une nuit de récupération avant de pouvoir faire le rappel. Et que nous montrent ces résultats ? Vous avez donc toutes les conditions qui sont reportées dans ce tableau et vous voyez ici l'oubli. Donc plus le score négatif est important, plus les personnes ont oublié entre la condition d'apprentissage et la condition de rappel. Et ces données nous montrent que le rappel d'information est systématiquement facilité dans les conditions où une période de sommeil suit rapidement l'apprentissage. C'est-à-dire que dans toutes les conditions que j'ai surlignées ici en rose, vous voyez que le sommeil arrive juste après l'apprentissage et ce sont les conditions dans lesquelles on a le moins d'oubli. Et ce rappel d'information est facilité
quand le sommeil suit rapidement l'apprentissage, et ce, à quantité d'interférences identiques entre l'apprentissage et le rappel, puisque si vous regardez cette fois-ci ces deux conditions, vous voyez que la quantité d'interférences entre l'apprentissage et le rappel est strictement la même, et on a quand même une supériorité de cette première condition, donc la condition numéro 3, avec un moindre oubli comparativement à cette situation où l'oubli va être plus fort. Et dans les situations de privation de sommeil, les résultats montrent qu'une privation de sommeil a un effet néfaste sur la mémoire, même si nous avons eu une nuit de récupération. Donc ces auteurs commencent à nous laisser imaginer que le sommeil n'est pas suffisamment un moyen de limiter les sources d'interférence, mais plutôt un moyen pour transformer une trace et la faire devenir plus solide, moins labile. Cela va faire référence à ce qu'on appelle la consolidation en mémoire. La consolidation en mémoire, c'est un processus qui va en fait transformer des représentations que vous venez de mémoriser, donc de nouvelles représentations récemment encodées, qui sont encore fragiles, labiles, et qui donc sont susceptibles d'être facilement effacées, de les transformer en une trace mnésique qui sera beaucoup plus stable sur le long terme. À l'heure actuelle, les modèles de mémoire vont imaginer que cette mémorisation va se faire en 2 temps, avec une première mémorisation rapide à court terme, puis par la suite la mise en place d'un processus de consolidation. Donc pour vous expliquer cela, je mets des travaux encore de l'équipe de Jan Born, où vous avez ici un cerveau représenté avec des modules corticaux qui pourraient coder pour différents éléments de l'expérience que vous êtes en train de vivre. Donc là, nous sommes tous ensemble au Collège de France. Vous avez vu les personnes autour de vous, vous avez potentiellement mémorisé leur visage, vous avez écouté la présentation du professeur Stanislas Dehaene, donc vous avez des représentations concernant l'effet Snark, par exemple. Vous avez également des représentations du lieu dans lequel nous sommes. Et donc, pendant que nous sommes en train de vivre cette expérience, nous encodons ces informations et cet encodage va se faire par l'activation de ces différents modules corticaux qui vont coder chacun pour une partie de l'expérience que nous sommes en train de vivre. Au moment de l'encodage, l'hippocampe, qui est une structure interne, temporale au niveau de notre cerveau, et qui participe à ce processus de mémorisation, va intégrer l'ensemble de ces traces en une trace qui va être unique, mais une trace qui va rester temporaire, c'est-à-dire que ce souvenir est un souvenir encore fragile. Plus vous allez regarder les gens autour de vous, plus M. Dehaene vous a donné d'informations sur l'effet Snark, plus ces modules corticaux se sont renforcés, et bien entendu, cette trace a déjà commencé à forcir pendant cette première étape du travail mnésique. Mais la consolidation en elle-même va arriver dans un second temps. Et à l'heure actuelle, il y a des hypothèses, et notamment cette hypothèse du système actif de consolidation, qui fait l'hypothèse que le sommeil serait le moment idéal pour procéder à cette consolidation. L'hypothèse est la suivante, puis je vais vous montrer quelques études qui vont dans ce sens-là. Au cours du sommeil, les représentations neuronales au niveau de l'hippocampe se réactiveraient de manière spontanée, et cette réactivation induirait la réactivation des modules corticaux. Donc ça veut dire que dans la première étape de cette mémorisation, ce sont des informations corticales qui vont venir activer l'hippocampe, et pendant le sommeil, ce serait cet hippocampe qui, lui, s'activerait et viendrait quelque part activer en retour les modules corticaux. Et selon cette hypothèse, les réactivations successives de ce réseau hippocampo-cortical va entraîner un renforcement de la trace mnésique, ce qui va permettre à nos souvenirs d'être progressivement consolidés, d'être progressivement intégrés dans d'autres souvenirs corticaux préexistants, et c'est cela qui donnerait à notre souvenir un statut plus définitif, stabilisé et donc intégré. Donc je vais essayer de vous expliquer quels sont les arguments en faveur de cela.
Il faut savoir qu'il y a une autre hypothèse qui souvent est présentée comme une hypothèse concurrente à l'hypothèse de consolidation active du sommeil, parce qu'elle est proposée par une autre équipe de recherche, une équipe italienne dirigée par Tononi et Cirelli, qui pense qu'en fait le processus de consolidation est effectivement dépendant du sommeil, mais dépendrait d'une autre fonction du sommeil qui est celle d'homéostasie synaptique. Au cours de l'éveil, à force d'encoder de nouvelles informations, la force et le nombre de nos connexions synaptiques sont sensiblement augmentés et arriveraient quelque part à un niveau de saturation en fin de journée qui nécessiterait de la part du sommeil de venir renormaliser ces forces synaptiques et ces points synaptiques. Pour ces auteurs, c'est ce processus qui permettrait aux traces qui ont été fortement potentialisées et donc fortement activées de sortir quelque part du bruit de fond et de rester actives, et au contraire, tous les souvenirs qui auraient été moins consolidés, de s'effacer progressivement. Et là, on arrive avec une autre notion qui serait que le sommeil permet effectivement de garder les traces consolider les souvenirs importants, mais également d'effacer les souvenirs anciens, donc avec une fonction de tri. Quand on regarde un petit peu de loin ces deux hypothèses, elles nous semblent quand même parfaitement accumulables, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer qu'il y ait ce phénomène de replay pendant le sommeil, donc de réactivation de l'hippocampe pendant le sommeil, et d'avoir également cette réduction de la force synaptique pour garder uniquement les traces qui auraient été les plus potentialisées. Donc je vais revenir un petit peu sur le sommeil, bien qu'on vous ait déjà parlé beaucoup de sommeil dans ce séminaire, pour vous remontrer un tracé électroencéphalographique qui représente les différents stades de sommeil. Lorsque le dormeur commence à s'endormir, il passe dans un premier stade qu'on appelle le stade 1 de sommeil, qui est un stade intermédiaire entre du sommeil et de l'éveil, où en fait on a des intrusions de sommeil pendant notre activité d'éveil. Alors j'imagine que vous n'avez absolument pas ressenti ça pendant la conférence du professeur Dehaene. Peut-être que vous l'avez pendant cette conférence-là, mais on le ressent très facilement. C'est ce relâchement musculaire que l'on peut avoir avec cette intrusion de sommeil dans l'activité d'éveil. Après ce premier stade de sommeil, le dormeur va approfondir son sommeil et passer dans un deuxième stade de sommeil, le stade 2. On commence à rentrer dans du sommeil un peu plus profond, il reste toutefois léger. Dans ce stade de sommeil-là, le thalamus, qui est la garde-tri de nos informations sensorielles, dort déjà profondément et va permettre au dormeur de s'isoler en fait des stimulations extérieures, et on le voit notamment par l'apparition de microéléments comme ici ces spindles ou ces grands cas complexes qui vont permettre au dormeur d'approfondir son sommeil. Donc en stade 2, vous entendez encore ce qui se passe autour de vous, mais vous n'avez plus la capacité de traiter ces informations. Par exemple, vous pouvez vous faire réveiller si vous vous êtes endormi sur votre canapé, si quelqu'un éteint la télé, puis généralement vous allez dire « mais pourquoi t'éteins? J'étais encore en train de regarder », alors que ça fait déjà plusieurs minutes que vous étiez en train progressivement de vous isoler. Et ce travail du thalamus va permettre au dormeur d'approfondir son sommeil. Et vous voyez ici une activité qu'on appelle à onde lente, c'est le sommeil lent profond. La réactivité corticale est moindre pendant cet état de sommeil, et l'activité des neurones corticaux va osciller entre des phases de silence neuronaux et des phases d'excitation neuronale qui sont en fait le fruit de séquences de dépolarisation et d'hyperpolarisation de ces groupes de neurones corticaux. Dans cet état de sommeil-là, il est beaucoup plus difficile de réveiller le dormeur, même s'il s'agit quand même d'un état réversible. Et après ce stade de sommeil lent profond, va apparaître le sommeil paradoxal, où on voit une réactivation de l'activité corticale, une réactivation qui est assez semblable à celle que l'on pourrait avoir à l'éveil ou au stade 1. Dans l'hypothèse de consolidation, mais également d'homéostasie synaptique, le sommeil serait véritablement un cadre idéal pour mettre en œuvre la consolidation du sommeil.
Pour quelles raisons? La première raison, c'est que ce sommeil lent profond, ces ondes lentes corticales que je vous montre ici sur ce graphique, vont favoriser la réactivation de l'hippocampe. Et cette réactivation de l'hippocampe, on la voit avec la survenue d'ondes bien particulières qu'on appelle des ripples, qui sont produits par cette structure hippocampique. Le transfert de ces informations de l'hippocampe vers le cortex, si vous me suivez toujours dans le modèle théorique que je vous ai présenté précédemment, serait possible parce qu'il y aurait une synchronisation entre ces ondes hippocampiques, les fuseaux de sommeil thalamiques que je vous ai présentés juste au-dessus, qui sont aussi présents pendant le sommeil lent profond, et encore une fois, ces fuseaux thalamiques qui arriveraient spécifiquement au niveau du cortex, au moment de la phase de dépolarisation de l'onde lente. Donc j'essaye de le simplifier encore un petit peu. Ça veut dire que cet hippocampe se réactiverait au moment où des fuseaux de sommeil arriveraient dans la phase d'excitation du cortex pour permettre de la plasticité cérébrale. Le sommeil paradoxal, qui arriverait après, participerait, lui, aux modifications synaptiques qui suivraient ce phénomène de transfert hippocampo-cortical, et il est également très impliqué dans la consolidation des souvenirs émotionnels, mais je vous en parlerai moins pendant ce séminaire. Alors, est-ce qu'on peut l'observer, ce replay? Est-ce que ce replay est observable? Eh bien, effectivement, ce replay a été observé, et notamment dans des travaux qui ont été faits chez l'animal, et notamment le rongeur, et notamment grâce à la découverte de cellules dans l'hippocampe de ces rongeurs que l'on appelle des cellules de lieu. Ces cellules de lieu, au niveau de l'hippocampe, ont un champ récepteur qui va être défini par une région spatiale qui est donnée dans la carte mentale de l'environnement de l'animal. Vous avez ici une souris qui va se déplacer dans un labyrinthe. En fonction de ce déplacement dans son labyrinthe, ce sont différentes cellules de lieu dans l'hippocampe qui vont s'activer pour coder son déplacement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde ces activations neuronales hippocampiques, on est quasiment capable de savoir où se trouve l'animal dans la représentation mentale de son environnement, ou même lorsqu'elle est en train réellement de courir dans ce labyrinthe. Donc les chercheurs ont enregistré l'activité des cellules hippocampiques, de ces cellules de lieu hippocampiques, chez des rongeurs qui devaient soit sortir d'un labyrinthe, soit trouver une récompense au sein d'un labyrinthe. Donc c'est des mesures unicellulaires que vous voyez ici, donc ces différents neurones qui s'activent au niveau du cortex, pendant que l'animal est en train de fouiller son environnement, et au niveau de l'hippocampe, donc le cortex qui vient informer l'hippocampe de cette situation. Les chercheurs ont continué à enregistrer ces animaux pendant qu'ils étaient en train de dormir, et ils se sont rendus compte que ces cellules hippocampiques se réactivaient spontanément en l'absence de mouvement de l'animal. Et ces réactivations hippocampiques n'étaient pas du tout aléatoires, elles représentent les séquences apprises à l'éveil par l'animal. Et cette réactivation hippocampique est suivie d'une réactivation corticale. Donc par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, du cortex vers l'hippocampe à l'éveil, de l'hippocampe vers le cortex pendant la phase de sommeil. Et dans cette étude, la chercheure a essayé de regarder quel serait le déplacement de l'animal si on lit l'activité pendant qu'il est en train de dormir et qu'on essaye de le retranscrire en un déplacement réel. Et voilà ce que l'animal est en train de faire mentalement pendant son sommeil. Il est en train de fouiller son environnement et d'aller dans le bras du labyrinthe. Vous voyez, c'est un labyrinthe à 3 bras dans lequel, très certainement, il y a eu le plus souvent de récompenses. Et donc, De Novelli dit « La grande majorité des événements qui sont rejoués vont contenir un contenu spatialement cohérent, interprétable, ce que je viens de vous montrer, et de nombreux événements se déroulent à des vitesses de mouvement réelles et certains autres en séquence accélérée, comme si l'hippocampe rejouait ces mélodies mentales des apprentissages qui avaient eu lieu pendant l'éveil. » Donc en anglais, c'est pour ça qu'on utilise le terme de replay, comme si l'hippocampe rejouait ces séquences mentales. Alors chez l'homme,
C'est beaucoup plus difficile à obtenir puisque avoir des enregistrements unicellulaires dans des structures profondes, nous ne pouvons pas le faire, mais certains collègues ont essayé de le faire en utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, et c'est la prouesse qu'a réalisée Philippe Peigneux, puisque dans son expérience, il a appris à des sujets à sortir d'un labyrinthe. Donc vous voyez, c'est un test informatisé, ils avaient un joystick et ils devaient le plus rapidement être capables de se repérer dans ce labyrinthe. Et pourquoi s'agit-il d'une prouesse? Parce que Philippe Peigneux a réussi à faire dormir ces sujets dans une IRMF. Je ne sais pas si vous avez déjà subi ce type d'examen, c'est extrêmement bruyant. Et donc, il faut essayer d'avoir des bons dormeurs, puis généralement des gens un peu privés de sommeil pour être sûr qu'ils puissent dormir dans cette machine. Mais qu'est-ce qu'il a pu observer? Il a pu observer que l'hippocampe de ces dormeurs se réactivait pendant leur sommeil et que la réactivation hippocampique était corrélée aux performances des dormeurs le lendemain. Donc ça veut dire que ce fait de rejouer cette partition pendant le sommeil permet d'augmenter les performances, comme si quelque part on réapprenait un petit peu à notre insu. De manière encore plus spectaculaire, tout dernièrement publié, donc c'est une étude sur un cas unique d'un patient tétraplégique qui est équipé d'un système d'interface neuronale. Donc il participe à un projet qui s'appelle BrainGate Project, où en fait ces patients tétraplégiques sont équipés de microdispositifs directement dans le cerveau, qui sont des électrodes qui vont permettre des enregistrements très fins de l'activité neuronale et qui vont permettre par la pensée l'activation d'un curseur ou d'un joystick sur un écran. Ça veut dire que ces personnes ne peuvent plus physiquement bouger, mais ont encore toutes les habilités pour entraîner des réseaux neuronaux qui préparent normalement au mouvement. Et donc, ces interfaces sont faites pour potentiellement guider un ordinateur ou alors des prothèses chez ces patients tétraplégiques. Donc on a des microélectrodes à l'intérieur du cortex que vous voyez ici, donc ça c'est l'avant du cerveau, l'arrière du cerveau, et ces électrodes chez ce patient sont placées dans une zone qui s'appelle le gyrus précentral. C'est cette zone qui nous permet de préparer les séquences motrices à mettre en exécution. Donc à ce sujet, on fait faire un test de mémoire le soir avant d'aller se coucher. Donc, c'est un test que peut-être vous connaissez parce qu'on le fait parfois faire à nos enfants. C'est un dispositif lumineux et en fait, c'est 4 morceaux d'une boîte. Et quand la partie rouge s'allume, l'enfant doit le plus rapidement possible appuyer sur cette touche. Puis après, c'est la partie bleue qui s'allume. Il doit très vite appuyer sur la partie bleue. Mais en fait, il y a une séquence cachée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un ordre complètement aléatoire dans la succession de l'activation de ces touches. Donc ce patient, bien entendu, ne peut pas bouger, mais il va mentalement appuyer le plus rapidement possible ou préparer le geste moteur qui serait celui d'appuyer sur la touche. Et donc ça va diriger un curseur d'ordinateur là-dessus. Et donc les chercheurs ont enregistré ces séquences motrices pendant que la personne était en train de faire cet apprentissage, et de par l'apprentissage de certains algorithmes mathématiques, ils ont essayé de voir si pendant le sommeil qui suivait l'apprentissage, l'algorithme reconnaissait des séquences neuronales qui étaient jouées pendant le déplacement de ce curseur. Et voici le résultat. Donc c'est le curseur qui se déplace par la pensée du patient, et vous voyez qu'on voit la reproduction de mouvements, et ces mouvements suivent les séquences préenregistrées de cibles sur ce jeu de mémoire. Donc on a vraiment l'impression de ce replay qui a lieu également pendant que le sujet est endormi. Donc je vous parle de consolidation, je vous parle de replay. Est-ce que ce replay pendant le sommeil permet de maintenir la trace peut-être plus consolidée mais à l'identique, ou permet-il véritablement une transformation de la trace? À l'heure actuelle, on estime que ce replay a plusieurs fonctions mnésiques. La première fonction mnésique est bien entendu le stockage à long terme. Donc ça, c'est une étude qu'on a réalisée à Lyon auprès de jeunes adultes à qui on a appris du nouveau vocabulaire en swahili. Donc on leur présentait des paires de mots, donc le mot en français et la traduction en swahili, donc étoile se dit nyota, cheval se dit farasi, et on leur faisait justement voir ces paires de mots
pour qu'ils puissent les apprendre, et on regardait combien d'essais étaient nécessaires pour que ces sujets réussissent à maîtriser les 16 paires de mots français swahili. Toujours 2 groupes expérimentaux, un groupe qui apprend le soir, un groupe qui apprend le matin, et les 2 groupes sont retestés 12 heures plus tard, donc un groupe qui aura dormi et un groupe qui est resté éveillé. Quand on regarde les premiers résultats, c'est les capacités d'apprentissage de nos sujets. Donc vous avez en gris le groupe qui apprend le matin, en gris clair pardon, qui apprend le matin, en gris foncé le groupe qui apprend le soir. Lors des premières séquences d'apprentissage, ils sont aussi mauvais l'un et l'autre, ils ont très peu d'apprentissage, mais quand on va leur donner l'opportunité de voir plusieurs fois ces paires de mots, ils vont réussir à maîtriser ces mots avec le même nombre d'essais, puisqu'il faut présenter environ 4 à 5 fois toutes les paires de mots pour que les 2 groupes parviennent à les connaître par cœur. 12 heures plus tard, donc le groupe sommeil a dormi, le groupe éveil est resté éveillé, on les reteste pour voir quel est le souvenir de ces paires de mots. Et on retombe sur les mêmes données que celles que je vous ai présentées précédemment. Le groupe qui a dormi au réveil se souvient de plus de paires de mots que le groupe qui est resté éveillé. Et après ça, on leur repropose de nouveau d'apprendre ces paires de mots pour arriver de nouveau à une maîtrise parfaite de ces 16 paires de mots. Et en neutralisant le nombre de mots déjà sus, on se rend compte qu'il faut beaucoup plus d'efforts au groupe qui est resté éveillé pour réussir à de nouveau maîtriser ces 16 mots, puisqu'ils vont avoir besoin d'environ 7 séances de répétition, alors que les sujets qui ont dormi n'ont besoin que de 3 séances de répétition pour de nouveau apprendre tous ces mots. Donc si vous me suivez bien, ça veut dire que le groupe qui est resté éveillé a passé beaucoup plus de temps à apprendre, a vu beaucoup plus fréquemment ces paires de mots, donc on pourrait s'attendre à ce que ça crée un bénéfice dans ce groupe-là, puisque quelque part, ils ont été en difficulté pour apprendre, et c'est quelque chose en psychologie cognitive que l'on connaît, plus on fait d'efforts pour apprendre, plus le souvenir reste sur le long terme. Et il n'en est rien, quand on les réinterroge 7 jours plus tard, vous voyez que le groupe qui était resté initialement éveillé a des performances moindres, alors que le groupe qui avait dormi, en ayant moins besoin de réviser, a des performances quasi parfaites. Et on les a réinterrogés 6 mois plus tard, à leur insu, et vous voyez qu'on voit encore des performances favorables pour le groupe qui a dormi comparativement au groupe qui est resté éveillé. Donc cette consolidation nocturne, elle permet à la fois un stockage à long terme, qui permet une économie lorsque l'on veut réapprendre, on va faire moins d'efforts pour réapprendre quelque chose qui a été consolidé, mais surtout, cette économie se traduit par des performances sur le très long terme, avec des performances améliorées 6 mois plus tard. Parmi les fonctions mnésiques du sommeil, il a également été supposé que ce transfert hippocampo-cortical allait permettre à ces nouvelles traces d'être intégrées dans des représentations corticales préexistantes. Pareil, je vous montre une des études qui est en faveur de cette hypothèse. Dans cette étude, on a fait apprendre à des sujets des nouveaux mots de vocabulaire, mais des nouveaux mots de vocabulaire qui ressemblaient à des mots qui existent déjà dans le lexique des sujets. Par exemple, on faisait apprendre des mots comme cathédruc, alors que dans le lexique, les sujets avaient déjà le mot cathédrale. Et les chercheurs ont essayé de voir s'il y avait un effet d'interférence qui allait être provoqué par l'apprentissage de ces nouveaux mots sur la reconnaissance des mots qui étaient déjà en mémoire. Si c'est le cas, ça veut bien dire que ce nouvel apprentissage s'est intégré dans ce lexique et quelque part vient faire concurrence aux mots qui se trouvent dans ce lexique. Et c'est effectivement les résultats qu'ils observent. Vous avez ici le groupe qu'on va appeler sommeil et ici le groupe éveil. Donc vous voyez qu'ici dans ce groupe-là, ils ont commencé les premières sessions d'apprentissage en soirée, puis après ça, ils ont dormi. Et après le sommeil, on voit que la compétition lexicale est augmentée, c'est-à-dire que ce nouveau mot vient perturber cathédrale, puisque justement, il semblerait avoir été intégré. Dans le groupe éveil, vous voyez que les sujets sont d'abord testés le matin, puis en soirée, on voit commencer à se dessiner ce phénomène de consolidation, parce qu'il existe aussi à l'éveil, mais il est majoré par une période de sommeil.
Et dernier élément assez intriguant dans ces fonctions de consolidation nocturne des souvenirs, c'est le fait que le sommeil, en consolidant les traces, va permettre l'émergence de nouvelles connaissances. On revient un petit peu à qu'écouler du début de la conférence. Je vous explique cette expérimentation. Ici, les sujets se voient présenter des séries de chiffres qui ne peuvent être composées que de 1, de 4 et de 9. On va leur demander de trouver une nouvelle série de chiffres en suivant 2 règles. Ils vont devoir comparer 2 à 2 les chiffres qui leur sont proposés. Si les chiffres sont identiques, ils vont devoir inscrire dans leur propre série le même chiffre. Donc vous voyez ici 1 et 1. Très rapidement, ils doivent noter le 1 dans leur série de chiffres. Ce chiffre-là, ils vont venir le comparer au chiffre suivant, 1, 4. Dans le cas où ces chiffres sont différents, le chiffre qu'ils vont devoir noter dans leur série de chiffres est le 3e possible. Donc 1, 4, comme il ne peut y avoir que des 1, des 4 et des 9, très vite, ils doivent noter le chiffre 9. Ce chiffre 9, ils le comparent au chiffre 4. Très vite, ils doivent noter le chiffre 1, parfait. Ce chiffre 1, ils vont pouvoir le comparer au chiffre 9, très vite indiquer le chiffre 4, ainsi de suite, jusqu'à arriver au dernier chiffre de leur série. Et quand ils indiquent ce dernier chiffre, le test prend fin. Et on va leur demander d'aller le plus vite possible. Et on va voir qu'au fur et à mesure des essais, on va de plus en plus vite puisqu'on a bien compris les règles. Ce qu'on ne leur dit pas, c'est qu'en fait, ce dernier chiffre qui met fin à l'expérimentation est toujours le même que le 2e qu'ils avaient trouvé. Donc ça veut dire que quelque part, ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'à la fin de la séquence pour mettre fin au test. Il suffirait dès le 2e chiffre de l'indiquer à la fin de la séquence pour que le test s'arrête. Donc c'est une règle cachée. Et dans cette expérimentation, Wagner a réalisé des séances d'entraînement soit le soir, les sujets sont allés se coucher et ont été retestés le lendemain, soit le matin et ils sont restés éveillés, soit le soir et ils ont passé une nuit blanche à rester éveillés. Et on regarde le lendemain combien d'entre eux ont réussi à trouver la règle cachée. C'est-à-dire que quand ils se lèvent, ils n'ont pas idée de cette règle, on leur refait faire des séries de chiffres et d'un seul coup, il y a une émergence de cette nouvelle règle. Et vous voyez qu'on est autour de 20% des sujets qui sont restés éveillés entre l'apprentissage et la restitution. On est à 60% chez les sujets qui ont dormi. Donc ça veut dire qu'au cours de la nuit, cette trace a très certainement émergé et la nouvelle règle s'est trouvée facilitée le lendemain. Alors, est-ce que cette consolidation arrive à tous les âges ? Il semblerait. Vous avez ici les travaux qui ont été faits, encore une fois, par l'équipe de Jan Born et de Friedrich, où ils ont testé cette fois-ci des nourrissons de 9 à 16 mois. Ces nourrissons, ils leur ont présenté des images d'objets inconnus et à chaque image, ils entendaient le nom de l'objet. Donc par exemple, vous voyez que cette image-là est associée à un mot qui n'existe pas, qui est le mot Baker, et chacune de ces images est associée à un mot. L'idée étant que l'enfant apprenne le nom associé à ce nouvel objet. Il y a également un autre type d'apprentissage qui va être plutôt un apprentissage catégoriel, puisque certains objets, comme vous voyez ici, vont être associés à une catégorie, c'est-à-dire que tous les objets qui ressembleront à celui-là s'appelleront des ousseurs, comme par exemple, vous l'avez ici, je vais prendre cet exemple ici, du Boffel. Vous voyez que cet objet qui lui ressemble s'appelle aussi un Boffel. Si je fais un peu simple, si on avait pris des images d'animaux, dans cette condition-là, je vous aurais montré des chats, des chiens, des vaches, des moutons, puis je vous aurais donné ce mot-là. Et par exemple ici, je ne vous aurais montré que des chiens, mais de différentes races, un caniche, un teckel, un labrador, et à chaque fois, je vous aurais dit « c'est un chien ». Donc l'idée, c'est d'apprendre une catégorie et non pas un nom spécifique. Après cela, les enfants ont réalisé une sieste, donc 9-16 mois, vous savez qu'ils ont des périodes de sommeil diurne très fréquents. Donc ils ont réalisé une sieste ou au contraire, ils sont restés éveillés et on leur a représenté ces images en leur donnant le mot et on a regardé l'activité cérébrale en potentiel évoqué associée à cette présentation. Quand il s'agissait du bon mot associé à l'image ou alors quand il s'agissait du mauvais mot
associés à l'image. Et on a fait la même chose pour les catégories, soit il s'agissait du bon nom de la catégorie ou au contraire du mauvais nom de la catégorie. Et quand on regarde les activités cérébrales, vous avez ici les activités cérébrales des enfants qui n'ont pas dormi, donc qui n'ont pas fait de sieste. Ici, les activités cérébrales des enfants qui ont fait la sieste entre l'apprentissage et la restitution. Et on va comparer les réponses en gris foncé quand il s'agit des bons mots qui sont associés aux images, ou au contraire en gris clair quand on trompe l'enfant en lui donnant le mauvais mot associé à l'image. Et d'un point de vue cérébral, quand on a cette violation des attentes, c'est-à-dire que l'enfant se prépare à attendre un nom, puis que finalement ce n'est pas le bon, on a l'apparition d'une onde qu'on appelle une N400, qui intervient à peu près 400 millisecondes après la présentation de l'objet. C'est un peu l'onde de l'étonnement du cerveau. Vous voyez que les enfants qui n'ont pas dormi ne sont absolument pas étonnés de ne pas avoir les bons mots, tout simplement parce qu'ils les ont moins mémorisés, alors que les enfants qui ont dormi, on voit très nettement l'apparition de cette N400, donc après une sieste, les nourrissons se souviennent mieux des noms spécifiques des objets et généralisent mieux les nouveaux objets à des catégories qui ont été apprises précédemment. C'est ce que vous voyez ici sur ce graphique. Et ce qui est intéressant, c'est que ces chercheurs ont essayé de regarder si cette généralisation était associée aux marqueurs de sommeil de consolidation. Et ici, ils ont regardé les fameux fuseaux de sommeil dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ils ont montré qu'il y avait effectivement une corrélation entre cet effet de généralisation sémantique et l'activité de fuseaux de sommeil. Plus les fuseaux étaient nombreux, plus la consolidation avait abouti à une généralisation des apprentissages, ce qui suggère que ces fuseaux seraient impliqués dans la plasticité cérébrale dépendante du sommeil dès le plus jeune âge, puisque vous voyez que dès 9 mois, on voit apparaître ce phénomène de consolidation. Chez l'enfant un petit peu plus âgé, ici on est chez des enfants d'âge maternel, on a testé l'effet de la sieste de début d'après-midi chez ces enfants en leur faisant apprendre un test qu'on appelle le test de memory, peut-être vous le connaissez, c'est des paires de cartes que l'on présente à l'enfant, puis on va retourner une carte et il va devoir savoir mémoriser où se trouve l'image identique de cette paire. Dans ce protocole expérimental, les chercheurs ont fait réaliser ce test de memory aux enfants à 10 heures le matin et ils ont scindé le groupe en deux, des enfants à qui on a octroyé la possibilité de faire une sieste en début d'après-midi et qu'on a retesté juste après, et des enfants qu'on a laissé éveiller et qu'on a retesté juste après, et les deux groupes ont été retestés 24 heures plus tard. Les résultats montrent que les enfants, lors de l'apprentissage, à 10 heures du matin, dans ces deux groupes, ont des performances strictement identiques. Mais comme vous pouvez le voir ici, le groupe en gris qui a dormi voit ses performances nettement meilleures que le groupe en blanc resté éveillé lors du test immédiatement après le sommeil. Donc ça veut dire encore une fois que cette sieste-là chez ces enfants de 4 ans a une réelle importance pour leur permettre de consolider leur apprentissage. Et l'effet de cette sieste est visible 24 heures plus tard, puisque vous voyez que les enfants qui ont siesté ont toujours des performances meilleures que les enfants qui sont restés éveillés. Et cela ne marche que chez les enfants qui sont des siesteurs habituels. Chez les enfants qu'on fait siester alors qu'ils n'en ont plus besoin, ce phénomène de consolidation n'a plus lieu. Il doit très certainement être réservé à la période nocturne. Et encore une fois, ces auteurs ont montré que cette augmentation des performances de mémoire était corrélée au nombre de fuseaux de sommeil qui avaient pris part pendant l'activité de sieste. Que se passe-t-il maintenant à l'adolescence ? Ça, c'est une étude qui a été faite dernièrement. C'est une étude longitudinale où des enfants ont, dans un premier temps, été testés lorsqu'ils avaient 9 mois, avec le protocole que je vous ai présenté en début de séminaire, c'est-à-dire des paires de mots. Et ces enfants, par la suite, ont été revus quelques années plus tard, 7 ans plus tard, alors qu'ils étaient devenus adolescents, et on a comparé ces processus de consolidation pour chacun de ces enfants pour voir s'il y avait des modifications justement avec ce vieillissement, ce passage de l'enfance à l'adolescence. Et qu'est-ce que les auteurs ont observé ? Ils ont observé ici en bleu les performances des enfants
lorsqu'ils étaient enfants et en rouge lorsqu'ils étaient adolescents. On voit que d'un point de vue mnésique, ces enfants s'améliorent, c'est-à-dire que pendant la phase d'apprentissage déjà, ils sont meilleurs lorsqu'ils sont adolescents que lorsqu'ils étaient enfants. Et on voit également que la consolidation se fait puisque le groupe d'adolescents maintient ses performances après une période de sommeil nocturne, et à l'enfance, c'était également le cas, mais un tout petit peu moins, même si je vous l'accorde sur ce graphique, on a un petit peu mal à le voir. Donc consolidation effective pendant l'enfance, un petit peu meilleure pendant l'adolescence, mais surtout, ces auteurs sont allés regarder ces marqueurs de sommeil qui justement marquent cette consolidation nocturne et ont montré qu'il y avait une amélioration de la précision du couplage entre les fuseaux de sommeil et les ondes lentes. Je vous ai expliqué que c'était les fuseaux qui, arrimés aux ondes lentes, permettaient ce transfert cortical. Et à l'adolescence, ce couplage fuseau-ondes lentes est beaucoup plus efficace. Et cette efficacité va être corrélée à l'augmentation de la consolidation nocturne. Donc ça veut dire que cette consolidation, elle est présente quasiment dès la naissance, les premiers mois de naissance, mais elle a tendance à s'affiner progressivement au cours de la maturation de notre cerveau. Je fais un petit pas de côté pour vous parler de ce phénomène de consolidation dans une pathologie du sommeil qui est excessivement rare, qu'on appelle la narcolepsie. La narcolepsie, c'est une atteinte du système à orexine, qui est un groupe neuronal qui promeut l'éveil dans le cerveau. Donc cette maladie, même si elle est rare, elle est extrêmement invalidante et elle débute pendant l'enfance et elle va occasionner une hypersomnolence marquée chez ces patients, des accès de sommeil incoercibles, c'est-à-dire des patients qui vont s'endormir alors qu'ils sont en activité, des chutes brutales de leur tonus musculaire, une très mauvaise qualité de sommeil, et il y a une très forte répercussion sur les trajectoires scolaires de ces enfants, avec beaucoup plus de redoublement et le choix de filières, souvent, on va dire, pas de premier choix pour ces enfants. Et ils se plaignent majoritairement de difficultés d'apprentissage. Ils se plaignent de leur mémoire et les parents rapportent des plaintes de mémoire. Quand on réalise un bilan neuropsychologique de ces enfants, on voit des troubles de l'attention, mais on n'objective aucun trouble de la mémoire. C'est-à-dire que quand on les teste en journée, on n'arrive pas à corroborer leurs plaintes. Donc on s'est posé la question de savoir si peut-être on ne se trompait pas un petit peu en faisant des tests en journée et que c'était peut-être ce phénomène de consolidation nocturne qui était handicapant pour ces enfants. Donc on a refait le même protocole que présenté précédemment, on leur fait faire un test de mémoire le soir avant d'aller se coucher, on enregistre leur sommeil et on refait le même test le lendemain, on les compare à des sujets contrôle du même âge. On fait tout un bilan neuropsychologique qui confirme que ces enfants n'ont pas de troubles de la mémoire dans ces bilans neuropsychologiques. Et quand on fait l'analyse de ce phénomène, de ce processus de consolidation, on voit qu'effectivement, en noir, ces enfants narcoleptiques apprennent tout aussi bien que les enfants contrôle le soir le test du memory, mais lorsqu'on les reteste le lendemain, vous voyez que leurs performances sont effondrées comparativement au groupe contrôle, c'est-à-dire que ce processus de consolidation n'est pas efficient, et plus les enfants vont changer de stade de sommeil pendant la nuit, plus ce processus de consolidation sera affaibli. Donc ça veut dire que cette consolidation nocturne, elle est aussi à considérer dans les processus cognitifs, puisqu'on peut avoir des troubles de la mémoire qui ne seraient pas visibles au cours de la journée, mais qui dépendraient de ce processus nocturne. Je vais finir sur les données maintenant chez l'adulte. Ça, c'est une publication qui va comparer des sujets adultes et des seniors. Encore une fois, sur un test de consolidation basé sur des paires de mots. Et vous avez les performances des adultes, on va dire jeunes, et des seniors ici, en rouge pour les adultes jeunes, en bleu pour les seniors. Donc, ce que l'on peut observer, c'est qu'effectivement, on observe un phénomène de consolidation nocturne quand on compare par rapport à des périodes d'éveil, mais vous voyez qu'on a une perte quand même d'informations chez les sujets adultes jeunes entre la veille et le lendemain, ce qui est tout à fait logique. Et chez les personnes âgées, on voit que cette perte est un petit peu plus marquée, comme si ce phénomène de consolidation était un petit peu moins efficient. Vous voyez que l'oubli pendant la période nocturne est un petit peu plus marqué chez les personnes âgées que chez les adultes plus jeunes.
Ces auteurs sont allés regarder, encore une fois, ces ondes cérébrales spécifiques à la consolidation du sommeil et ont montré qu'il existait une réduction significative des ondes lentes, de l'activité à ondes lentes chez les personnes seniors comparativement aux jeunes adultes et surtout dans les régions préfrontales du cortex. Ces résultats ont été également mesurés en termes de matière cérébrale. Ils ont regardé l'épaisseur de la matière cérébrale et ils ont montré effectivement qu'au niveau frontal, les personnes âgées avaient une réduction de la matière grise comparativement aux adultes jeunes. Donc c'est un processus que l'on connaît par rapport à ce vieillissement cérébral. Et ils ont montré que l'intensité de ces ondes lentes était corrélée justement à l'épaisseur de matière grise. C'est-à-dire que plus il y avait une réduction de cette matière grise préfrontale, plus il y avait une réduction de ces ondes lentes qui vont garantir quelque part cette consolidation. Et vous voyez ici une corrélation entre le score de mémoire, le score de consolidation, et la matière grise au niveau préfrontal. Donc la réduction de matière grise frontale pourrait participer à réduire l'activité à ondes lentes qui est nécessaire à la consolidation des apprentissages. Alors, est-ce qu'on peut la booster, cette consolidation? Donc, oui, on peut la booster avec des façons peut-être un peu étranges. Il y a des auteurs qui ont par exemple montré que si vous mettez un fond odorant lors de l'apprentissage, donc admettons que là, on infuse toute la salle d'une odeur de rose, si cette nuit, pendant votre sommeil lent, on redonne cette odeur de rose, ça va augmenter la consolidation du souvenir de ces deux conférences. Pas facile à mettre en place dans la vie de tous les jours. D'autres chercheurs se sont intéressés à savoir si on pouvait booster les ondes lentes cérébrales. Et oui, ça a été montré en utilisant des stimulations magnétiques transcrâniennes pendant la nuit qui vont augmenter les ondes lentes et donc favoriser la consolidation du sommeil. À l'heure actuelle, il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de mettre en œuvre des dispositifs portatifs qui utiliseraient cette fois du son pour booster ces ondes lentes pendant le sommeil. Alors, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Il y a du son blanc, du son rose. Pour l'instant, les données ne sont pas complètement probantes. Mais la dernière chose sur laquelle j'aimerais insister pour vous, c'est que la meilleure façon de booster sa consolidation de la mémoire au cours du sommeil, c'est d'améliorer tout simplement son sommeil. Et améliorer son sommeil, ça passe notamment par des programmes d'éducation. Et on travaille énormément avec le Conseil scientifique de l'éducation nationale pour promouvoir des programmes d'éducation au sommeil dès le plus jeune âge. Donc oui, apprendre en dormant, mais aussi apprendre à dormir. Et on a développé, notamment avec ma collaboratrice Amandine Ray, et des enseignants du cycle 2 et cycle 3, donc ça veut dire à partir du CE1 jusqu'au CM2, tout un programme pour apprendre aux élèves à quoi ça sert de dormir. Et donc ce programme est fait sous le format de leçons de classe, c'est 8 leçons qui portent sur le sommeil, qui va expliquer aux enfants pourquoi c'est important de prendre soin de son sommeil. Et on a testé l'impact de ces séances pédagogiques sur le sommeil des enfants. Donc vous voyez ici les résultats de cette étude. On a 130 enfants de CE2 qui sont répartis dans 4 établissements scolaires. On a 2 établissements en zone prioritaire, 2 établissements en zone non prioritaire, et on les enregistrait avec une petite actimètre qui permet de mesurer leur temps de sommeil de manière objective. À cet âge-là, ils ont besoin de 9 à 11 heures de sommeil. C'est la zone en bleu que vous voyez là. Vous voyez que quand on les enregistre pendant une semaine, globalement, ces enfants sont en deçà des recommandations pédiatriques en termes de durée de sommeil. Donc on les a enregistrés plusieurs fois. À chaque fois, il y avait un mois entre chacune de ces mesures. Vous voyez que ces mesures sont relativement stables. Et à partir de ce moment-là, on a laissé les séances pédagogiques aux enseignants. Et ces séances pédagogiques ont été réalisées 2 fois par semaine pendant 4 semaines, et on a remesuré le sommeil de ces enfants après cette éducation au sommeil, et on montre une augmentation significative de leur temps de sommeil. Ces enfants rejoignent les durées recommandées par les sociétés pédiatriques savantes, et nous les avons retestés 1 an plus tard, et on voit une stabilisation de leur temps de sommeil, alors que logiquement, entre 9 ans et 10 ans, ils ont tendance à perdre 20 minutes de sommeil parce que la prépuberté est déjà en train de s'installer. Et ici, vous voyez une corrélation
entre le gain en termes de durée de sommeil, donc quelque part cette pente que vous avez ici, et le temps de sommeil des enfants avant la mise en place du programme. Et cette corrélation nous montre que les enfants qui dormaient déjà très bien n'ont pas amélioré leur temps de sommeil, mais que les enfants qui dormaient le moins sont ceux qui ont le plus bénéficié de ce temps de sommeil. Donc nous, on n'en est pas à de la stimulation transcrânienne, on mise tout sur une petite tortue, puisque ce programme s'appelle Mémé ton pige, c'est les enfants qui ont choisi cette petite tortue pour leur expliquer comment fonctionne le sommeil. Donc pour conclure, j'espère vous avoir convaincu que le sommeil, c'est bien plus qu'une période d'inactivité, c'est bien plus qu'un repos passif, et que bien dormir vous permet de bien écouter et donc de bien mémoriser, mais le sommeil de cette nuit va être essentiel pour consolider tout ce que vous avez appris. Et bien dormir est essentiel tout au long de la vie, parce que justement en respectant son temps de sommeil, on va respecter cette fonction-là qui est celle de consolider les souvenirs. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Stéphanie, c'est absolument passionnant et puis c'est tellement important d'avoir ces connaissances pour notre vie quotidienne. Alors je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions, on a une vingtaine de minutes peut-être pour des questions si vous en avez. Peut-être je lance le débat, mais tu l'as peut-être mentionné, mais est-ce que ça fait une différence de dormir immédiatement après un apprentissage? Et donc, est-ce qu'il vaut mieux du coup réviser, par exemple, sa leçon juste avant de dormir, ou bien est-ce que tout ce qui a été appris durant la journée va être consolidé de la même manière? Alors, on pense que ce qui a été appris dans la journée, globalement, va être consolidé, mais pas du tout avec le même gradient. Effectivement, c'est plutôt les informations qui vont être réactivées avant la période de sommeil qui sont celles qui vont être le plus consolidées. Donc souvent, on nous pose la question, mais du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux apprendre le soir? Non, parce que pour apprendre, il faut être suffisamment éveillé, et vous savez que le niveau de vigilance change. Par contre, ce qui est essentiel, c'est que si vous voulez booster la consolidation de certains de vos souvenirs, c'est justement de les relire le soir. Et dans cette expérimentation où on a utilisé le Swahili, on s'est rendu compte que la meilleure des configurations, c'est de réviser le soir, et tout de suite le matin au réveil, de remettre un petit peu son nez dans ses notes. Pourquoi? Parce que la réactivation le soir va permettre la consolidation, et le fait de relire quelque chose de consolidé va encore plus appuyer ce phénomène-là. D'accord. Donc ça a été testé. On peut conseiller aux étudiants de suivre cette stratégie. Et ils le font d'eux-mêmes, généralement. Ah, ça, je ne sais pas s'ils le font d'eux-mêmes, justement. Quand on leur demande. Il peut y avoir une réduction du bruit. On sait que les familles pauvres vivent souvent dans des endroits bruyants, et c'est une source de perturbation du sommeil. Et également, bien sûr, l'heure de coucher, qui est souvent mal contrôlée par les parents, mais qui Exactement. peut jouer un rôle très, très important. Et la régularité des horaires entre les jours de semaine et les jours de week-end, où on a un peu la tendance au laisser-aller sur la fin de semaine. Et on pense aux ados, mais pas uniquement les ados. On est un peu tous dans ce cas-là. Et quand on est parent, on a tendance un peu même à entraîner ses enfants dans ce décalage de fin de semaine. Et en fait, on sait que ce marqueur de régularité est un marqueur essentiel concernant la qualité du sommeil. Ce n'est pas tant la durée, mais c'est la durée, la qualité et la régularité. C'est vraiment les trois paramètres qu'il faut surveiller. Et la libération des voies respiratoires, moi j'avais lu certains articles de pédiatrie qui suggéraient que chez certains enfants, c'était un problème d'apnée du sommeil. Tout à fait. L'apnée du sommeil chez les enfants est assez fréquent. Donc le syndrome d'apnée du sommeil, c'est des arrêts respiratoires au cours du sommeil, et ces arrêts respiratoires vont occasionner un réveil inconscient du dormeur et donc une fragmentation du sommeil. Et on a souvent des syndromes d'apnée du sommeil chez l'enfant pour une raison très morphologique, c'est qu'en fait les tissus mous poussent très tôt, et notamment tout ce qui va être amygdale, végétation, vont pousser très vite, alors que le cou va lui se dilater beaucoup plus tard au moment de la puberté. Et donc on arrive dans des phases d'engorgement en fait au niveau de ces voies aériennes. Et donc on peut avoir des enfants qui présentent des syndromes d'apnée du sommeil, et on sait que le syndrome d'apnée du sommeil a un impact sur le développement cérébral et également sur les performances scolaires. Et on confond souvent syndrome d'apnée du sommeil et hyperactivité, syndrome d'hyperactivité TDAH chez l'enfant, parce qu'un enfant qui est fatigué, c'est généralement un enfant qui est hyperactif. Et donc parfois, il y a des confusions dans ces deux pathologies. Et pour revenir à ce rôle du replay, est-ce qu'il y a une sorte de goulot d'étranglement dans le sommeil? C'est-à-dire qu'on a une période de sommeil disponible assez limitée. Est-ce que
si on fait plusieurs apprentissages dans la journée, ils vont être également consolidés, ou bien est-ce qu'il y a une sorte de somme totale de ce qui peut être consolidé pendant le sommeil? Est-ce qu'on le sait, ça? Je pense qu'on ne le sait pas. Ce serait une expérience assez simple de faire 2 apprentissages ou bien un seul pendant la journée. Exactement. Alors, je pense que chez l'animal, ce serait beaucoup plus simple, puisque chez l'homme, on a également montré que l'intérêt de l'apprenant à apprendre va avoir un impact sur ce qui va être consolidé. Donc, si on fait trop d'apprentissage, je pense qu'à un moment donné, on va aussi saturer d'un point de vue de motivation l'apprenant, et peut-être qu'on va avoir un effet différentiel sur sa consolidation. Oui, je me souviens que Thomas Bourgeron nous avait dit qu'à peu près la moitié des enfants avec troubles du spectre autistique avaient des problèmes de métabolisme de la mélatonine en particulier. Exactement. Avec toujours une hétérogénéité quand même très importante. Ça m'amène à une autre question. Si on ne dort pas bien, il arrive de prendre de la mélatonine ou de prendre encore d'autres somnifères peut-être. Est-ce que dans ce cas-là, la consolidation se produit quand même, ou bien est-ce qu'au contraire Alors, ce n'est pas connaissance de travaux qui seraient faits avec la mélatonine, mais par contre, il y a des travaux qui ont été faits avec certaines molécules hypnogènes, des somnifères. Et il y a des travaux qui ont montré que certains somnifères, en augmentant certains stades de sommeil, pouvaient augmenter la consolidation mnésique. Je n'ai pas regardé s'il y avait des conflits d'intérêts sur ces publications. Et à l'inverse, si vous prenez un somnifère qui va avoir tendance à déstructurer votre sommeil, à ce compte-là, on pourrait avoir un effet inverse sur la consolidation mnésique. Mais ces travaux-là n'existent pas. Ouais. C'est ça. Donc, tu ne prends pas position pour nous dire lesquels sont les plus intéressants à prendre. Ça nous amène à une question qui est, est-ce que dans les différents stades de sommeil, il y a des formes de consolidation très différentes, en particulier pour le REM versus le sommeil à ondes lentes? Alors ça a été une des premières hypothèses qui était faite, qui disait qu'en fait, le sommeil à ondes lentes était plutôt propice pour tous les apprentissages qui étaient dépendants de l'hippocampe, donc plutôt les apprentissages épisodiques, et les stades de sommeil paradoxal étaient plutôt réservés pour tout ce qui était apprentissage procéduraux. Puis en fait, ça a été complètement remis en question, puisque maintenant on sait que même dans les apprentissages procéduraux, on implique aussi les réseaux hippocampiques, donc c'est moins fort que ça. Par contre, ce qui persiste, c'est très certainement le rôle spécifique du sommeil paradoxal pour les apprentissages émotionnels. Et on a encore peu de connaissances par rapport à ça, mais il y a des études qui essayent de regarder notamment les mouvements rapides des yeux pendant le sommeil paradoxal, qui pourraient être des éléments très significatifs pour la consolidation des souvenirs émotionnels, et notamment pour désintégrer la trace du ressenti physiologique émotionnel, pour quelque part garder le souvenir mais non pas l'émotion en elle-même. Et il y a des travaux qui comparent par exemple les mouvements rapides des yeux à l'éveil que l'on peut utiliser dans certaines thérapies, notamment pour le stress post-traumatique, et ces mouvements oculaires pendant le sommeil paradoxal. Donc c'est des travaux qui sont passionnants et tout récents, à savoir est-ce que ces mouvements oculaires auraient quelque part une incidence sur la consolidation mnésique. Et on utilise ces protocoles notamment de sommeil pour des personnes qui seraient en stress post-traumatique, et on voit que la qualité de sommeil va avoir une influence sur la capacité de récupération de ce stress-là chez ces personnes. À l'heure actuelle, on est vraiment dans une médecine du sommeil qui serait vraiment une médecine pour prévenir certains troubles, mais aussi pour enlever ce que j'ai appelé tout à l'heure du surhandicap dans d'autres situations. Mais mon impression est qu'il y a quand même, c'est pas encore très stabilisé, cette idée que les différentes phases de sommeil puissent correspondre à des processus cognitifs de nature un peu différente. Parce que je pense en plus qu'on a une vision erronée de ce qu'est le sommeil, puisque les électrodes qu'on utilise vont faire une sommation d'activité qui est massivement une activité corticale. Donc je pense que ce que nous donne à voir l'électroencéphalogramme, c'est pas ce qui se passe réellement. Puis les travaux de Thomas Andrion, si vous n'avez pas écouté le séminaire qui a précédé celui-ci, faites-le, il est absolument merveilleux. Thomas Andrion travaille sur ce qu'on appelle le sommeil local, c'est-à-dire que là où moi je vous montre un tracé où on a l'impression que tout le cerveau est dans un état unifié de sommeil, c'est pas du tout ce qui se passe. On a vraiment des changements d'activité cérébrale à des niveaux très locaux. Par exemple, quand on fait un apprentissage qui engage la main, ou par exemple l'utilisation d'un joystick ou du tapping, on voit que ce phénomène de consolidation, et notamment les ondes lentes dont je vous parlais tout à l'heure, vont être massivement réactivées pendant le sommeil dans la région cérébrale qui code pour les mouvements de la main.
Hein. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, on a une vision grossière de ce qui se passe dans le sommeil et une vision superficielle, parce que nos électrodes, on les pose sur le scalp. Donc, on étudie des patients qui ont des électrodes intracérébrales, qui sont des patients épileptiques en bilan préchirurgicaux. Donc, on peut avoir des électrodes dans le cerveau qui nous permettent de mesurer ce qu'on ne pourrait jamais mesurer chez le sujet sain. Mais c'est toujours un modèle difficile, puisque si ces patients ont ces électrodes, c'est que généralement, ils ont des crises d'épilepsie, et donc ce n'est pas non plus un cerveau parfaitement sain. Donc voilà, les études chez l'animal nous donnent encore beaucoup de solutions. Merci beaucoup, c'était absolument passionnant et c'est vraiment le rôle du Collège de France, la recherche en train de se faire, donc il y a encore beaucoup de travaux à mener pour bien comprendre cette phase de sommeil. Merci infiniment Stéphanie. Merci beaucoup.